Donc une table ronde consacrée à l'enseignement, comme tel est le thème de la journée, à l'enseignement de la Révolution française à travers les temps, à travers la longue durée, avec comme intervenant d'une part Dominique Dévigne, qui est retraité de l'Éducation nationale, retiré des cadres, professeur d'histoire-géographie, et Fadi Kassem, professeur de collège à Guyancourt, dans les Yvelines, et loin d'être retraité, si j'en crois la noble chevelure, qui reste subsistante. Donc, une table ronde en 3 temps, autour de 3 questions. Une première question que je pose donc aux intervenants. Si mes souvenirs sont bons, Laurent Brassard nous avait dit une fois lors d'une journée d'études qu'Albert Soboul aurait déclaré ou écrit qu'en dessous de 3000 dates, on ne peut pas faire la Révolution française. Ça dit un petit peu le poids de l'événement dans ce processus et dans la façon d'en penser l'histoire. Donc, quelles phases et quels événements apparaissent comme saillants ou au contraire en retrait, en creux, à certains moments de l'histoire, de l'enseignement, de l'histoire et de l'instruction civique? Ce qui apparaît de manière saillante dans les programmes, dans la façon dont c'est enseigné, etc. Bon, nous avons un petit écart d'âge avec Dominique, donc j'ai un recul historique tout petit. J'ai un recul en tant qu'enseignant un petit peu moins important que lui, forcément, mais en ayant des souvenirs de lorsque j'apprenais la Révolution au collège, au lycée, et le fait que je l'enseigne maintenant, je constate qu'il y a quand même effectivement, et cela a été dit depuis le milieu des années 90, une certaine continuité dans la façon d'appréhender les temps de cette révolution dans l'enseignement. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, question de date, on l'a fait démarrer en 1789, et puis déjà se pose un premier problème, on l'arrête à quand? À 1799, à 1815. Elle est terminée, dixit François Furet, dans les années 1880, bien entendu. Et puis depuis, il n'y a plus de révolution, c'est terminé. On rentre dans l'ère de l'histoire apaisée, mais ça, on va en reparler ensuite. Si on reste sur la période 1789-1815, ce qui est très frappant, depuis, comme je vous disais, depuis que j'ai été élève jusqu'à aujourd'hui, mais je ne parlerai pas d'aujourd'hui particulièrement, puisqu'il y aura une table ronde derrière, mais même en s'arrêtant à 2008, 2009, 2010, on se rend compte qu'il y a quelques, effectivement, tournants dans la façon dont est enseignée la Révolution. Et là, ça épouse clairement, on en reparlera tout à l'heure, le découpage Furet, au moins sur la période 1789-1794. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la limite, ce n'est pas François Furet lui-même qui le signale le premier, puisque au moment de la Commune de Paris, vous avez déjà les communards qui se revendiquent très clairement de l'héritage révolutionnaire et notamment de l'héritage robespierriste. Et j'aimerais vous citer notamment un communard qui s'appelle Gustave Lefrançais, avec son nom déjà est tout un programme, si j'ose dire, et qui s'écrit que la Commune de Paris reprend les grandes traditions de 93, représente la Révolution française tout entière. La Commune de Paris représente le bon droit et tous les principes de 1789 à 1794. C'est la reprise du grand mouvement interrompu, le 9 Thermidor. C'est la consécration sociale du mouvement affirmé en 1789. C'est-à-dire que déjà au moment de la Commune de Paris, on a conscience qu'il y a eu un tournant fondamental avec le 9 Thermidor. Et je dis ça parce qu'évidemment, la signification du tournant varie avec le temps. Et il suffit de consulter les manuels scolaires, même pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 20, 30 ans, depuis le tournant Furet notamment, pour constater en quoi consiste ce tournant. Si je prends par exemple un manuel qui date d'il y a 10 ans à présent, et encore les titres sont assez sympathiques. Vous avez un premier temps qui va en fait jusqu'au 10 août, à peu près, naturellement, 1792, et puis le renversement de la monarchie. Alors, à ce sujet, je le signale, on constate de plus en plus, puisque Dominique y a fait référence, qu'une date comme le 4 août 1789 disparaît du récit progressivement de la Révolution. Et oui, parce que le 4 août 1789, alors déjà on dit souvent il y a abolition des privilèges. Non, c'est pas il y a une déclaration
qui affirme que l'on va abolir les privilèges. Et puis de toute façon, Dominique vient de rappeler à l'instant ce qu'il en est dans la réalité. Mais le simple fait déjà, on est passé par l'étape de il y a une déclaration à il y a, et maintenant on passe à l'étape où ça n'existe même pas. Puisque, en réalité, on voit de plus en plus dans les livres qu'on passe de la prise de la Bastille, 1700, donc le 14 juillet, au 26 août. Au 26 août, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, ça pose justement une question concernant les dates, pour faire vite, parce que finalement, on se rend compte que nous sommes dans une logique d'enseignement, depuis au moins les années 90, et certainement déjà avant, où l'événement tombe du ciel. L'événement tombe du ciel, on ne sait pas trop d'où, il arrive comme ça, une déclaration surgit, où tout à coup on proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. Au demeurant, dans cette déclaration, on ne parle que de l'article 1, et je dirais même de du premier morceau de phrase de l'article 1, rapidement de l'article 2, et pas de tous les autres. Nous avons été, avec Dominique, membre de jury de CAPES, ça nous est arrivé d'interroger des étudiants, des futurs enseignants, et on était très frappés de constater qu'ils ne connaissaient nullement le contexte de cette déclaration, nullement le nombre d'articles, et nullement certains articles dont on reparlera tout à l'heure et qui sont importants parce que justement ils donnent une vision de la Révolution française, comme ça a été un peu évoqué ce matin, c'est-à-dire assez légaliste, parlementaire. J'ai entendu aussi le terme de bourgeoise, mais c'est le cas d'ailleurs, nous en reparlerons. Il y a plusieurs phases dans cette révolution. Et dans cette première phase, on voit de plus en plus, c'est encore le cas aujourd'hui, mais je m'arrête vraiment au début des années 2010, c'est encore valable, eh bien cette phase de révolution respectable, etc., avec ces événements phares, l'arrestation du roi, naturellement, et puis la prise donc du palais des Tuileries. Bon, sachant que d'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant de constater que les origines de la guerre qui éclate, elles aussi disparaissent progressivement. On n'en parle pratiquement pas. Pourquoi y a-t-il la guerre avec l'Autriche? Pourquoi Louis XVI déclare-t-il la guerre? Ça pourrait semer la confusion chez les élèves. Tout ça, ça n'existe pas. Et puis arrive bien sûr le temps de ce qui s'appelait la Première République. Je dis ce qui s'appelait parce que ça s'appelle de moins en moins la Première République. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a clairement signifié lors de son discours du 4 septembre 2020. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Eh bien, on rentre dans la phase de la terreur. La fameuse terreur. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais c'est intéressant parce que vous prenez n'importe quel livre et tout de suite, vous voyez quel personnage est associé à la terreur. Un portrait, il est là. Ce qui n'empêche que pourtant, lorsque l'on montre des textes du dit personnage en question à des élèves de collège, de lycée, eh bien, on peut combattre justement cette image qui ne colle pas vraiment, c'est le moins que l'on puisse dire, à la réalité de ce qu'a été cette période dont parle d'ailleurs Gustave Lefrançais. Parce que cette période dont se revendiquent les communards, et ce ne sont pas les seuls, elle va très rapidement être transformée comme le prémisse de politiques terroristes, etc., et qui en plus, au sacrilège, ont été reprises par les bolcheviks à partir de 1917 en Russie. Donc là, si vous voulez, ça marque définitivement la désapprobation et même l'opprobre total sur cette période. Dernier élément, et je cède la parole, ce qui est très intéressant, c'est qu'après 1794, jusqu'au coup d'État de Napoléon, en fait, il n'y a pratiquement rien. Rien. Le directoire, tout ça n'existe pas. Et c'est très intéressant parce que on se retrouve dans une situation où, on l'a encore vu cette année, un discours peut célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon sans qu'on en comprenne véritablement les enjeux historiques, en oubliant justement que pour comprendre Napoléon, il est indispensable de comprendre toute cette période de l'après 28 juillet 1794 qui n'existe pas en réalité. Si peu. Vous demandez à un élève ce qu'est le directoire, etc., il n'en sait rien, strictement rien. En fait, on assiste à une espèce de trou noir où tout à coup on passe de l'exécution de Robespierre, de Saint-Just, de Couthon, de tous les autres partisans, à la prise du pouvoir par Napoléon, sans qu'on comprenne vraiment ce que signifie cette prise du pouvoir en réalité en termes d'évolution sociale, politique, etc. Eh bien, si vous regardez bien les manuels depuis au moins 25-30 ans, c'est exactement ça. En fait, depuis François Furet, disons-le, donc depuis une bonne quarantaine d'années, c'est dans cette logique qu'on se retrouve quand on est enseignant d'histoire. Encore aujourd'hui, même si je m'arrête à 2010, mais en réalité, c'est exactement la même logique qui prévaut encore à l'heure où je vous parle. Alors, on va enchaîner tout de suite sur le dernier point
puisque je n'ai pas le klaxon qui était disponible ce matin. En quoi l'évolution des programmes et des manuels est-elle marquée à la fois par le renouveau historiographique, par les recherches historiques du moment, mais aussi par le contexte sociopolitique du moment de l'écriture de ces programmes? Mais en fait, ça va permettre de compléter ce que disait Dominique, encore une fois, parce qu'on a déjà très bien situé le cadre là-dessus. Tu parlais d'une certaine résistance des manuels, dans le fond, on la retrouve très nettement, mais ce qui est très frappant, c'est l'écart croissant, j'insiste là-dessus, c'est assez remarquable d'ailleurs, entre la recherche qui est effectuée par de nombreux historiens dans les universités, on pourrait donner tout un panel de noms, et puis ce qui est dit dans les manuels justement à propos de Robespierre entre autres. Alors je me permets de vous signaler, si vous ne l'aviez pas vu, notamment entendu plutôt cette émission du 26 septembre 2018 sur France Culture, où en fait il y avait toute une semaine qui était consacrée à la question donc c'était en fait dans le contexte de la sortie du film Un peuple et son roi, toute une série d'émissions donc sur la Révolution française, et à l'une d'entre elles qui s'intitulait de 1794 au directoire Une terreur ou plutôt des terreurs, point d'interrogation. Vous avez une majorité d'historiens qui en réalité, je ne peux pas dire réhabilitent Robespierre, mais font de l'histoire tout simplement par rapport à ce moment. Et à tel point que ça effraie Emmanuel Laurentin d'entendre Yannick Bosque dire par exemple que Robespierre dit à un moment donné « Fonder la République n'est pas un jeu d'enfant ». Donc il explique qu'il faut s'attendre à ce que les aristocrates, les nobles soient pas très très contents de perdre leurs biens. Et Emmanuel Laurentin, effrayé, réplique « Oui, enfin, c'est aussi une vision assez léniniste de ce qu'a été cette Révolution française, que vous dites là, Yannick Bosque. » Donc Bosque répond « Non, pas forcément léniniste. » Ou trotskiste, enfin bon, non plus. Si, cette idée que la révolution doit forcément passer par ce stade. Bon, si vous voulez, je dis ça parce qu'on constate le décalage incroyable qui peut exister entre les consignes officielles et ce qui apparaît dans les manuels à travers tout ce qui a été déjà dit précédemment, et puis les travaux de nombreux historiens qui justement refont une sorte de... J'insiste, je ne parle pas de réhabilitation. Pour moi, ils font de l'histoire, tout simplement. Ils font de l'histoire, ils sont en train d'analyser les sources, les textes, certes dans un contexte différent, il faut bien le reconnaître. Et ce contexte, j'aimerais juste dire un mot à propos de l'instruction civique, parce que c'est aussi dans le cadre du programme. C'était intéressant de voir qu'en 2015, on a réintroduit l'enseignement moral et civique. Je dis réintroduit parce que ça s'appelait en 1882 instruction morale et civique. Et c'était déjà donc dans la loi Ferry, où on explique. D'ailleurs, c'était la première discipline à enseigner. Quand on regarde l'ordre des disciplines à enseigner, c'était la première. Avant même l'histoire, avant même la géographie, avant même le français, c'était l'instruction morale et civique. Et si on fait un lien entre l'histoire de la Révolution, ce qu'on doit retenir les élèves aujourd'hui, le contexte politique et les débats historiographiques, il y a quelque chose qui est très frappant. C'est qu'en instruction civique, il y a un terme qui a disparu, mais véritablement disparu, depuis plusieurs années des programmes, c'est le terme de souveraineté. La liberté, vous l'aurez à toutes les sauces. Alors ça, il y aura tout. La liberté d'expression, d'opinion, etc. Il n'y a pas de problème. Le terme d'égalité, on peut le retrouver de temps en temps avec une orientation plutôt concernant l'égalité homme-femme, par exemple, mais je pense que d'autres intervenants le diront après moi. Le terme de fraternité est parfois un peu présent, mais il y a un terme qui n'existe plus dans les programmes d'instruction morale et civique, c'est le terme de souveraineté. C'est d'autant plus regrettable qu'il correspond quand même à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est d'ailleurs peut-être ça le souci par rapport au programme d'instruction civique et au contexte politique. Et puis c'est l'article 25 de la DDHC du 24 juin 1793 qui là parle de souveraineté populaire. Je dis ça pourquoi ? Parce que si on regarde ce contexte dans lequel nous sommes, les attaques qui sont menées, parce qu'on doit parler d'attaques très clairement, et qui sont franchement contre-révolutionnaires, réactionnaires, contre la figure de Robespierre, etc., en réalité, elles visent d'une part à une réhabilitation progressive de certaines figures qui, comme Marie-Antoinette, qui est désormais féministe, présentée comme une féministe, et il suffit de voir une émission de France Culture qui parlait d'elle comme une femme d'influence à l'époque, presque une avant-gardiste. Il suffit de voir qu'à Caen, il y a 2 ans, il y a eu, je ne plaisante pas, un procès qui a été rejoué, celui de Charlotte Corday. Charlotte Corday qui a été rejugée à la suite du crime qu'elle avait commis à l'encontre de Jean-Claude Marat. Et bien entendu, elle a été acquittée.
Je dis ça parce que nous sommes dans ce contexte où, d'une part, il y a des attaques contre-révolutionnaires très clairement, avec en figure de proue principale Robespierre, puisque c'est toujours lui qu'on nous sort à toutes les sauces. Et d'autre part, puisque je parlais de la souveraineté, pourquoi ces attaques, pourquoi cette disparition du terme de souveraineté? C'est tout simplement parce que, et c'est M. Blanquer qui l'a dit lui-même le 16 mai 2008, à l'Assemblée nationale, hein, rappelons qu'il est 2018, pardon, rappelons qu'il est ministre de l'Éducation nationale, il expliquait que l'enjeu, c'est de bien faire comprendre aux élèves que leur avenir, c'est l'Europe. Et que dès lors se développe de plus en plus un terme qui est celui de souveraineté européenne, et qui signifie que la souveraineté nationale, qui je répète est quand même l'article 3 de la DDHC du 26 août 1789, en fait elle est caduque. Et ne soyons pas étonnés si les élèves ne savent pas ce que signifie qu'être un peuple souverain, c'est-à-dire maître de son destin et en mesure de pouvoir prendre des décisions collectives dans l'intérêt du peuple.